Que le chat sorte ou pas, il y a de grands fondamentaux à connaître et à respecter pour tout ce qui concerne l'espace plus ou moins développé dans lequel il vit. Et notamment bien sûr et même d'urgence, lorsque le chat ne vit qu'en intérieur, qu'il ne sort pas du tout, ou alors seulement sur un balcon, une terrasse ou même dans un cassio, puisqu'il a alors besoin de notre aide précieuse pour lui fournir un lieu pleinement adapté à ce qu'il est vraiment, un petit félin, puisque dans ce cas, il est alors dépendant de nous à 100%. C'est très important pour sa santé mentale. Il faut en effet savoir et garder à l'esprit que l'équilibre émotionnel du chat repose en grande partie sur son lieu de vie, et notamment l'organisation de ses zones de vie, tout comme sur les marques qu'il y dépose, mais également sur de nombreux autres grands principes souvent méconnus, ou même parfois juste sous-estimés, mais pourtant incontournables pour un chat vraiment bien dans ses pattes. Ce ne sont que des détails pour nous, mais pas du tout pour nos chats, et c'est ce qui va faire toute la différence pour eux. Ça vaut le coup de se pencher sur la question, hein. Oh, merci de faire une vidéo sur ce thème, Madame Sa. Je suis sûre que plein d'humains qui vivent avec des petits chats savent pas tout ce qui est important et vont apprendre plein de choses ou prendre vraiment conscience de leur importance. Et oui, c'est tout l'enjeu de cette vidéo. Allez, c'est parti. Je vous explique rapidement les risques d'une habitation pas ou pas assez adaptée au chat, puis je vous donne 5 grands principes qui font toute la différence pour le chat, pour ce qui concerne son lieu de vie bien sûr. J'aborde également 3 règles essentielles propices au bien-être du chat, par exemple comme le nombre de mètres carrés par chat. Puis, je vous explique les bases pour adapter l'habitation pour un chat vraiment bien dans ses pattes. Et pour terminer, je vous donne mon avis sur un sujet qui donne lieu à des débats sans fin dans le monde des professionnels du comportement du chat, à savoir la notion de territoire. Commençons par les risques d'une habitation pas ou pas assez adaptée au chat. C'est important d'aborder la question car ce sont en fait des problèmes assez courants. On pense souvent qu'étant réputé pour être un animal indépendant, le chat n'a besoin que d'un bac à litière et d'une gamelle pour manger. C'est une fausse croyance très répandue et surtout très destructrice pour le chat. Et beaucoup de chats sont en fait très mal dans leurs pattes même s'ils ne le montrent pas. Car si le chat ne sort pas du tout ou juste sur un balcon, une terrasse ou même dans un cassio, il est de notre devoir de lui fournir bien plus qu'à manger et de quoi faire ses besoins. Lorsque nous n'aménageons pas suffisamment le lieu de vie du chat pour qu'il puisse s'y épanouir pleinement, il y a de fortes probabilités pour qu'il développe de l'anxiété. Le hic, c'est que le chat ne montre pas directement son anxiété, mais elle est reconnaissable par certains comportements, certains troubles du comportement même, comme par exemple des attaques de mollets ou de chevilles, des quarts d'heure de folie très fréquents, des comportements agressifs, parfois même très violents, tout comme des problèmes de toilettage frénétique, avec parfois même des blessures, etc. C'est en fait ce que l'on qualifiait auparavant d'anxiété en milieu clos et qui est aujourd'hui appelé aplutobiotopathie. C'est un problème qui est en fait assez fréquent dans toute habitation qui n'a pas été au minimum adaptée pour le bien-être du chat. Car il est bien sûr tout à fait possible d'avoir des chats qui ne sortent pas du tout, mais qui sont bien dans leurs pattes. Encore faut-il maîtriser tout ce que nous allons aborder maintenant. Attention, tout est important, ce ne sont que des détails pour nous, mais pas du tout pour le chat. Le chat est un animal dit arboricole. Il doit donc pouvoir escalader, grimper, se percher. C'est un fondamental lié à sa nature de petit félin, à son ADN. L'empêcher de grimper, c'est en fait un peu comme l'empêcher d'être un chat. Il s'agit donc de permettre au chat non seulement d'exploiter le sol, bien sûr, mais également les murs et les meubles en hauteur. Pas juste le canapé et le lit, par exemple. Je vous donne un exemple simple. Dans mon appartement, les meubles hauts de cuisine ont été installés pour permettre de démultiplier la surface accessible aux chats. Et je peux vous dire qu'ils ne se sont pas privés d'en abuser pour leur plus grand plaisir et pour le mien. J'aborderai plus en détail cet aspect pour optimiser l'habitation version chat un peu plus loin dans la vidéo. Eh Madame Sa, j'irai même plus loin, car si les gens empêchent leur ça de monter partout, c'est un vrai problème, car c'est un peu comme les empêcher de respirer. Oui, tu as raison, monsieur chat, même si c'est un peu extrême, mais c'est en fait un peu le résultat quand on empêche nos chats de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Merci pour cette remarque. Autre principe très important pour le chat d'intérieur, c'est qu'il convient de lui permettre d'accéder à l'air et aux stimulations liées, même sans sortir. En toute sécurité bien sûr pour éviter toute chute, mais c'est un incontournable pour une santé mentale au top. Cela génère pas mal de stimulation, donc de l'occupation, donc du bien-être pour le chat. Il a besoin de sentir les odeurs de dehors, d'entendre les bruits environnants, de voir le monde à l'extérieur de l'habitation, même si vous donnez sur une rue, etc. Je vous recommande donc de sécuriser au moins une fenêtre, plus si c'est possible bien entendu, et bien sûr vos balcons et terrasses si vous en avez, pour donner l'accès au chat à ces extensions de l'habitation, mais sans danger. Car on le dit trop peu, mais les chutes de chats sont en fait très courantes
et peuvent même être mortels depuis une hauteur qui ne semble pourtant pas problématique, même du premier étage en fait. Et attention aux fenêtres basculantes. On ne répétera jamais assez, c'est un danger mortel pour le chat. Il essaye de sortir, reste coincé entre la fenêtre et le montant, et s'enfonce de plus en plus au fur et à mesure qu'il essaye de se dégager. C'est donc la mort assurée très rapidement, ou au moins des blessures très graves à la clé. N'ouvrez donc jamais vos fenêtres oscillo-battantes si vous ne pouvez pas surveiller de près votre chat, ou bien protégez-les, il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs pour cela. Je vous le disais plus tôt dans la vidéo, le bien-être du chat repose donc en partie sur l'organisation de ses zones de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous vivons dans des pièces, alors que nos chats vivent dans un amalgame de zones de vie, aussi appelées champs territoriaux. On distingue 4 différents types de zones et elles devront, tant que possible, être multipliées dans l'habitation. Il y a les zones de repos, d'isolement, les zones de repas, d'alimentation, les zones d'élimination, c'est-à-dire là où les litières, et les zones d'activité. Pour ces dernières, quand le chat va dehors, ce sont principalement des zones de chasse, mais du coup plutôt des zones de jeu pour ce qui concerne le chat d'intérieur. Et également des zones d'observation par exemple, puisque cette occupation fait aussi partie de l'activité quotidienne du chat. En effet, dans la nature, le chat ne passe pas tout son temps à chasser, il observe en réalité beaucoup avant de sauter sur sa proie, de même qu'il apprécie aussi de surveiller ce qui se passe sur son territoire. Les observations des éthologues dans la nature ont démontré que les zones de vie ne devaient pas être superposées. Puisque ce n'est pas le cas dans la nature, là où le chat s'organise comme il le souhaite, puisqu'il ne dépend alors pas de nos décisions, nous devons donc nous aussi veiller à ne pas superposer ces zones de vie. C'est donc pour ça qu'il ne faut surtout pas placer la gamelle juste à côté de la litière, ou la litière juste à côté d'un couchage. Il convient aussi de laisser le chat organiser ses zones de vie comme il l'entend dès que cela est possible. Ce n'est évidemment pas toujours le cas, puisque c'est nous qui décidons où déposer la litière, où placer les gamelles, etc. Mais si par exemple le chat transporte un plaid qui lui sert de lieu de repos à un autre endroit que là où vous l'avez placé, ne le remettez surtout pas là où il l'a trouvé. Le chat exprime clairement le fait de vouloir le déplacer et de le mettre à un endroit plus approprié pour lui. C'est un détail pour nous, mais qui a toute son importance pour lui. Et si le chat n'a un jour pas le comportement attendu, essayez de déplacer par exemple les accessoires en lien avec ce comportement. C'est peut-être juste une histoire d'emplacement. Comme pour ce qui concerne le bac à litière par exemple, mais aussi les arbres à chat, les couchages, les griffoirs, etc. Nous vivons dans un monde d'images, le chat vit dans un monde d'odeurs. Il envisage donc son territoire en premier lieu au travers des odeurs, non pas par rapport à ce qu'il peut voir. Je vous disais plutôt dans la vidéo que le bien-être du chat dépend en partie des marques qu'il peut déposer sur son lieu de vie. Elles sont en fait même bien plus importantes qu'on peut le penser. Elles ont différentes fonctions et sont partie prenante des moyens de communication du chat, et elles entrent donc aussi en ligne de compte directement sur son état émotionnel, puisque certaines d'entre elles ont une fonction auto-apaisante. Il y a 3 différents types de marquages chez le chat. Les marquages faciaux, c'est-à-dire quand le chat frotte sa tête ou même d'autres parties de son corps contre nous, des meubles ou d'autres objets. Ces marques sont uniquement odorantes, pas visuelles, contrairement aux 2 types suivants qui ont les 2 caractéristiques, à savoir notamment les marquages par griffade, c'est-à-dire quand le chat gratte, griffe un meuble, un mur ou même son grattoir, son griffoir. Et puis il y a bien sûr aussi le marquage urinaire. Il est aussi visuel et odorant à la fois donc. C'est quand le chat projette un jet d'urine sur un support vertical, comme un mur ou un meuble par exemple. Lorsque cette pratique a lieu en intérieur, c'est le signe d'un problème. Ce n'est pas normal dans ce cadre, c'est l'expression d'une anxiété qui peut avoir plusieurs origines. Il convient donc d'investiguer pour comprendre le pourquoi et trouver des solutions. Par contre, le marquage par griffade est lui tout à fait normal, tout à fait naturel. On doit juste le rediriger habilement afin d'éviter les dégradations dans l'habitation, bien sûr. Pour cela, on utilise des grattoirs, des griffoirs. On en conseille 2-3 par chat minimum. Il convient de trouver ce qui plaît à votre chat, ce qu'il va utiliser, à savoir un grattoir horizontal, un griffoir vertical. Quelle matière est la plus adaptée pour lui? Le carton, le sisal ou autre chose? Parfois, une simple moquette peut suffire. Il faut faire des essais. Et puis, il convient aussi de placer ce type d'accessoire au bon endroit. Tout simplement pour qu'il soit utilisé par le chat parce que leur emplacement sera adéquat avec ses besoins. On en posera donc dans des endroits qui sont bien visibles, surtout pas cachés derrière des canapés, derrière quoi que ce soit d'autre, puisque le côté visuel est également très important donc plutôt près de ces lieux de repos, près des bacs à litière, à l'entrée de l'habitation ou des pièces, donc près des portes, mais aussi à d'autres endroits où le chat a gratté le mur ou a gratté des meubles, car s'il le fait ici, c'est donc un endroit intéressant pour lui.
même si cela ne correspond pas exactement aux règles habituelles du marquage par griffade. Le chat a ses raisons que la raison ignore parfois. Eh Madame ça, faudra aussi parler des fans de ménage qui passent leur temps à effacer les marques qu'on dépose. Toutes ces marques, elles sont hyper importantes pour nous. Elles participent à nous apaiser. Alors faudrait comprendre qu'il faut pas les effacer tout le temps parce que ça nous pose vraiment problème après. Ah oui, c'est important d'aborder le sujet. Merci, monsieur Chat. La disparition des marques est en effet très stressant pour le chat, de même que lorsqu'elles sont dissimulées par d'autres odeurs. Cela peut être le cas par exemple lors d'un déménagement ou quand nous faisons des travaux à la maison, tout autant que lors de l'arrivée d'un autre chat, d'un autre animal même, voire même d'un conjoint ou d'un autre membre de la famille comme un bébé. Les odeurs disparaissent alors, sont recouvertes éventuellement par d'autres marques, et dans un cas comme dans l'autre, c'est angoissant pour le chat, puisqu'il ne dispose plus de ses repères apaisants. Attention donc aux réactions du chat dans les exemples cités précédemment. C'est en quelque sorte possible et même normal que des troubles du comportement se déclarent. En tout cas, c'est logique. N'hésitez donc surtout pas à anticiper ce type d'événement qui peut donc être un peu traumatisant pour le chat et à faire le nécessaire avant, pendant et après, dans un moment qui peut être déstabilisant pour lui. En dehors de quelques rares exceptions contextuelles, le chat doit pouvoir accéder à l'ensemble de l'habitation H24, en tout cas aux pièces auxquelles il accède régulièrement, car il y dépose des marques apaisantes et doit donc pouvoir y accéder à tout moment. Lorsqu'on le prive d'accès à une partie de son territoire, cela génère de la frustration et donc de l'anxiété. L'anxiété étant à la base de quasiment tous les problèmes de comportement. Imaginez que votre colocataire vous interdise une partie de la maison que vous partagez. Il y a de quoi devenir dingue. Accès interdit à la télé alors que vous vouliez justement regarder une émission, accès interdit à la cuisine alors que vous aviez un petit creux, accès interdit au salon alors que vous aviez envie de vous prélasser sur le canapé, etc. Eh bien c'est exactement pareil pour le chat, frustration garantie, vous comprenez pourquoi maintenant. Certaines personnes interdisent ponctuellement l'accès au chat, par exemple la nuit ou lors de leurs absences, pour éviter qu'il fasse des bêtises. Alors qu'en fait, si le chat fait ce que vous prenez pour des bêtises, c'est probablement qu'il manque d'activité, de stimulation physique et intellectuelle, ou parce qu'il est anxieux. Car il peut nous arriver de commettre quelques maladresses dans les pratiques que nous avons avec nos chats, faute d'avoir les bonnes informations. Et en lui interdisant l'accès à une partie de son territoire, eh bien, on augmente ce niveau d'anxiété. Et on crée sans s'en rendre compte un cercle vicieux qui ne fait qu'aggraver les choses. La quasi-totalité des problèmes de comportement se règle lorsque l'on dispose des bonnes informations. Dès lors que l'on comprend le mode d'emploi du chat, dès lors que l'on dispose de tous les petits détails dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo. Rien de très compliqué en fait, mais ces détails pour nous ne le sont pas du tout pour nos chats donc. Et ces petites maladresses peuvent vraiment générer du mal-être chez nos chats. Tout problème de comportement se règle donc dans quasiment 100% des cas, mais surtout pas en interdisant une partie de l'habitation donc. Plutôt en lui proposant un lieu de vie adapté et en adoptant les bonnes pratiques à tous les niveaux, activités, litière, couchage, alimentation, etc. Ben oui, parfois les gens prennent le problème à l'envers et nous font beaucoup de mal sans le savoir et sans s'en rendre compte. Oui, je sais, monsieur Chat, et c'est bien pour ça qu'on fait ces vidéos tous les deux. J'entends de plus souvent parler d'habitations qui débordent de chats, de personnes qui entassent les chats sans même avoir conscience que cela peut avoir un impact grave sur leur équilibre émotionnel. Attention, il y a tout de même des règles à respecter. La norme, c'est 25 mètres carrés par chat, si et seulement si l'espace est ultra optimisé. Nous verrons comment adapter l'habitation pour le chat un peu plus loin dans la vidéo. Sans arrangement spécial, c'est 40 mètres carrés minimum par chat, tout en sachant que sa santé mentale a plus de probabilité d'être optimisée si l'habitation est adaptée pour le chat. Car un lieu de vie non adapté peut participer à créer du mal-être chez nos petits félins de salon. Une fois la superficie adaptée au nombre de chats, abordons à présent la qualité de l'air ambiant. Ce qu'il convient de savoir, c'est que l'odorat du chat est nettement plus développé que le nôtre. Nous ne prêtons donc bien souvent pas assez attention à toutes les odeurs que nous dispersons dans l'environnement du chat et qui peuvent en fait l'indisposer, voire même l'intoxiquer ou le tuer. Je pense notamment aux parfums de synthèse qui saturent l'air intérieur et même à certaines huiles essentielles qui sont mortelles pour le chat. Et comme nous l'avons vu un peu plus tôt, toutes les odeurs liées aux travaux peuvent également être très dérangeantes pour le chat, car elles recouvrent les odeurs apaisantes déposées par le chat, etc. Après les odeurs, parlons des sons. Le chat dispose d'une ouïe bien plus fine que la nôtre, et certains sons peuvent donc bien entendu également l'indisposer. Les enfants qui courent en hurlant ou la musique diffusée à un niveau sonore très élevé, par exemple,
mais ce ne sont pas les seuls potentiellement impliqués dans le développement du mal-être chez le chat. Attention donc aux sons forts ou stridents qui peuvent donc générer du stress chez le chat. Avec toutes les informations que nous venons d'aborder dans la vidéo, vous l'avez bien compris, il convient le plus souvent de modifier ou d'adapter quelques détails afin que notre chat puisse s'épanouir pleinement sur son lieu de vie. Cela ne fait pas tout bien sûr, car il faut dans le même temps respecter l'ensemble des besoins fondamentaux du chat, mais c'est la base incontournable pour un chat bien dans ses pattes. Nous l'avons vu ensemble, il est donc intéressant dans un premier temps de réorganiser les zones de vie du chat lorsqu'il pouvait y avoir quelques petites maladresses, comme éloigner la litière des gamelles par exemple, démultiplier les zones dans l'habitation, c'est-à-dire par exemple installer plusieurs gamelles même si vous n'avez qu'un seul chat, installer des couchages un peu partout, etc. On s'assure également que les marques que le chat dépose près de ses zones de vie ou sur les chemins qui les séparent ne sont pas régulièrement effacées, qu'il puisse accéder à toutes les pièces auxquelles il accède régulièrement 24 heures sur 24, et qu'il puisse évidemment bénéficier des stimulations de l'air, mais en toute sécurité. Par ailleurs, pour tout ce qui concerne la possibilité pour le chat de vivre véritablement en 3 dimensions, l'idéal est de créer des cheminements afin de lui donner la possibilité de grimper, d'escalader. Pour cela, on peut tout simplement déplacer une commode et la placer devant une fenêtre afin de créer facilement un poste d'observation pour le chat, et puis placer un meuble de part et d'autre, à portée de patte, pour qu'il puisse sauter de l'un à l'autre, etc. Et vous pouvez même, si cela est possible, organiser des murs d'activité pour chats, avec différents agrès fixés solidement au mur, comme des tablettes, des lieux de repos, des griffoirs, etc. Vous disposez maintenant des grands principes à appliquer pour tout ce qui concerne le lieu de vie du chat. Je vous invite aussi à consulter dans le même temps, si vous ne l'avez pas encore vu, la vidéo dédiée aux activités et aux stimulations pour le chat, ainsi que celle dédiée à la litière et aux interactions avec le chat. Il y aura d'autres vidéos sur différents sujets complémentaires, donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin d'être informé de leur mise en ligne. Si la vidéo que vous regardez actuellement est en ligne depuis un moment, n'hésitez pas à consulter également la description de la vidéo afin de disposer des liens des vidéos qui auraient pu sortir entre-temps. Pour finir, abordons la notion de territorialité chez le chat. Cela donne lieu à des discussions sans fin dans le milieu professionnel du comportement du chat. Peut-être au moins en partie parce que tout le monde ne semble pas d'accord sur la définition même du mot territoire. Le Larousse indique qu'il s'agit entre autres d'une étendue dont un individu ou une famille d'animaux se réserve l'usage. Tout cela est donc très cohérent avec le lieu de vie du chat. À titre personnel, je trouve que c'est très clair de définir le chat comme animal territorial, non pas parce qu'il défend une zone bien définie comme le serait un pays par exemple, avec des limites, des frontières, c'est-à-dire à peu près comme le chien défend son territoire, mais bien parce que le bien-être du chat est basé sur l'organisation de son lieu de vie et sur les marques qu'il y dépose. Voilà, c'était ma vision des choses. Je vous invite à donner votre propre avis sur la question, que vous soyez professionnel du chat ou humain vivant avec un chat ou plusieurs. Et pour en savoir encore plus sur le bien-être du chat et son comportement, téléchargez vite mon manuel PDF exclusif et gratuit, 30 idées pour occuper le chat. Le lien est dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce j'aime, partagez-la sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour bénéficier gratuitement des prochaines vidéos sur le bien-être du chat et son comportement. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos loulous!